à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette 9e édition des Trophées de la Fondation de l'Avenir. Un événement organisé cette année dans des conditions tout à fait exceptionnelles depuis ce magnifique château situé à Saint-Pierre-de-Varengeville, à quelques minutes de Rouen. Un château que nous allons visiter tout au long de cette remise des trophées. Suivez-moi. Denis Lavis, vous êtes le président d'honneur du groupe Matmut, vous êtes également président du conseil de surveillance et vous représentez le collège des partenaires de la Fondation de l'Avenir. Alors tout d'abord, un grand merci à la Matmut pour son accueil dans ce lieu magnifique. Et justement, vous allez nous raconter l'histoire de ce château, comment il est devenu centre d'art contemporain, et puis aussi votre relation avec la Fondation, voilà, très resserrée depuis de nombreuses années. On a 2 heures ou... Non, on va essayer de faire la version résumée. Écoutez, ce château, il a toujours été fait pour accueillir l'art. Il a été construit à la fin du 19e siècle par le directeur de l'école des Beaux-Arts, M. Le Breton, qui avait pour perspective d'héberger ses collections ici. Il a accueilli également des musiciens, des peintres, musiciens notamment Camille Saint-Saëns, qui aimait bien venir passer des morceaux de ses étés ici, certainement pour s'humecter. C'est inscrit sur le fronton du château. Oui, la devise Omnia Pro Arte est sur le fronton du château. Et donc, quand ce château était, il était dans l'escarcelle à la Matmut, et je dirais qu'après, on y a hébergé des services, ce qui n'était pas en termes ergonomiques idéal. Donc on a construit un bâtiment fait pour accueillir les services dans le parc, de façon un petit peu enterrée pour ne pas gêner les perspectives du château. Et ce château a été transformé en centre d'art contemporain de façon à permettre de découvrir les choses qu'on ne voit pas forcément beaucoup en Normandie. En Normandie, vous n'aurez aucun mal à trouver du Monet, vous n'aurez aucun mal à trouver des impressionnistes, un petit peu plus de difficulté de trouver des lieux pour l'art contemporain. Et donc ça a été l'idée de créer ce centre d'art gratuit, ouvert à tous, avec le parc ouvert à tous également, ce qui permet de faire un lieu de culture et un lieu d'ouverture, ce qui je pense est très mutualiste. Et donc voilà. Dans vos valeurs. On est complètement dans les valeurs de la maison. Et ça fait maintenant 10 ans que le château a pris sa fonction. Le succès ne se dément pas. Bon, malheureusement, évidemment, il a fallu faire une pause. Mais néanmoins, nous savons, et vous avez pu croiser dans le parc des gens qui voulaient venir. C'est donc la preuve qu'il est dans les habitudes désormais des Rouennais, mais au-delà, puisque on figure dans un certain nombre de guides touristiques, donc c'est bien. Et là, on est en train de travailler à l'obtention du classement du parc en jardin remarquable, ce qui est également une très bonne chose. C'est une belle reconnaissance. Et c'est vrai que c'est un bel endroit dont nous sommes assez fiers. Et je suis très heureux que mes successeurs à la tête de la Matmut soient heureux de ce château et travaillent à l'entretenir et à son développement. Donc ça va bien. Votre relation avec la Fondation, cette fois-ci, là aussi, qui ne date pas d'hier. Alors la relation avec la Fondation, oui, de Matmut en général, on a été dans les... Quand Jean-Pierre Davant a créé la Fondation de l'Avenir, il a été chercher des sous, et pour trouver des sous, il a été voir des assureurs, aller savoir pourquoi. Et il a été voir la Massif, il a été voir la Maïf, il a été voir la Matmut, et des mutuelles de santé également. Mais les mutuelles d'assurance étaient avec lui. Bon, comme Jean-Pierre était un bon copain, on l'a aidé, et puis bon, ça n'a pas été tellement plus loin. Et en fait, il faut attendre plutôt le milieu fin des années 90 pour que Matmut s'intéresse plus spécialement à la Fondation de l'Avenir. J'ai toujours une relation avec Étienne Cagnard de très haut niveau, et avec Étienne on s'est entendu, et en fait ça fait un ensemble, hein. L'engagement de la Matmut, on ne peut pas le centrer exclusivement sur la Fondation de l'Avenir, même s'il est très important sur la Fondation de l'Avenir. Et c'est pour ça d'ailleurs que
la fondation du groupe Matmut, la fondation Paul Bento, est abritée par la Fondation de l'Avenir, mais il y a également le lien avec l'Institut Mutualiste Montsouris, il y a tous ces liens, tout cet engagement-là qui est global, qui forme un tout assez indissociable. Certains diraient en organisation, vous m'excuserez, indémerdable, parce que tout ça est très lié, on ne peut pas les détricoter, mais ça va dans le bon sens, parce qu'on fait progresser les choses. On n'est pas dans des... Et de façon très concrète. Voilà, on n'aura peut-être pas un Nobel, c'est peut-être pas l'objectif, mais par contre, on essaie d'encourager ce qui fait progresser les choses, ce qui donne du bonheur, du bien-être, du confort, de la santé à nos contemporains. C'est fait pour ça. Avec un bénéfice pour le patient, là, vraiment tout de suite. Là. Ah oui, il Presque faut qu'il y ait un bénéfice consommateur, oui. En termes de marketing, c'est indissociable. Et c'est ça qui vous, oui, qui vous c'est ce qu'il plaît. faut, immédiatement. Sans ça, on ne soutient pas uniquement pour faire des séminaires et des publications. C'est important, il en faut. Hein. Je ne critique pas ceux qui en font. Loin s'en faut. Mais notre objectif est plus pragmatique. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vous propose d'accueillir Marion Lelouvier qui nous rejoint. Marion Lelouvier, vous êtes présidente du directoire de la Fondation de l'Avenir. Bienvenue. Merci. Alors vous allez nous expliquer en quoi ces trophées représentent un événement majeur pour la Fondation. Oui, les trophées de la Fondation de l'Avenir sont organisés tous les 2 ans, en alternance avec le congrès. La première édition date de 2004. Au démarrage, il y avait un certain nombre de prix, le prix des donateurs, hein, puisque évidemment il est essentiel, le prix Jean-Bel Lespiteau pour l'équipe la plus fidèle et le prix Matmut pour l'innovation médicale. À partir de 2016, il y a eu une adaptation pour être conforme à l'environnement et au développement de la santé, avec le prix Harmonie Mutuelle et le prix Aesio, plutôt sur les questions robotiques et numériques. Vous l'avez dit, c'est un événement majeur. Cette année, c'est un événement extraordinaire, je dirais, puisque le protocole sanitaire ne nous permet pas le grand rassemblement convivial et chaleureux occasionné par les trophées habituellement. C'est aussi assez extraordinaire puisque les trophées sont remis normalement en année paire en 2020. Donc là, on a quelques mois de retard pour saluer les lauréats. Mais grâce à notre partenaire mécène Matmut qui est au rendez-vous, c'est un événement qui reste majeur par le lieu dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, lieu d'art, lieu majestueux qui a été tenu secret jusqu'au dernier moment. Et c'est aussi pour ça que toutes les 2 ans, nous choisissons un très bel objet d'art avec l'objet trophée. Alors justement, nous allons en parler. Que représentent ces prix et que signifie-t-il pour une chercheuse ou un chercheur ? Je crois que ces prix, alors déjà il faut signifier que au-delà des 5 prix qui sont remis dans le cadre des trophées, la Fondation de l'Avenir remet d'autres prix. Et souvent, les témoignages des chercheurs sont que ces éléments-là viennent reconnaître, donner une vitrine à des travaux, parfois à des moments de la vie du chercheur où ils n'ont pas encore acquis toute la notoriété. Et c'est bien le rôle de la Fondation de l'Avenir que de soutenir le chercheur à toutes les étapes de sa vie avec une attention particulière sur le rôle de starter. La vigilance à accompagner les jeunes chercheurs en début de carrière, à les dénicher des équipes prometteuses. Donc il y a vraiment un soutien qui est apporté. Je crois que certains nous disent aussi que c'est une forme de reconnaissance qui parfois peut donner le courage ou l'audace d'approfondir les travaux, d'aller chercher des publications plus prestigieuses et de passer aux étapes suivantes pour aller plus loin dans leur recherche. Et au-delà évidemment de ces prix, la Fondation de l'Avenir les accompagne à toutes les étapes avec les projets, les programmes où la Fondation reste aux côtés des chercheurs plusieurs années ou encore au niveau des starters en termes de bourse. Et nous leur donnerons bien sûr la parole à ces lauréats, à ces chercheurs pendant toute cette remise des trophées. Et pour nous parler de la création, cette fois-ci des objets dont vous avez parlé, retrouvons en direct Catherine Grand-Pierre-Mangin. Merci d'être connectée avec nous, Catherine. Vous êtes la présidente de Clésia Mut, qui finance donc la fabrication de ces objets depuis le début de l'histoire des trophées. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre engagement et l'importance pour vous de participer à ces trophées ?
Alors effectivement, dans la mutualité, on est attaché aux valeurs de solidarité, de fidélité, mais tout cela a besoin de symboles. Le partenariat porté par Clésiamut, c'est en fait un partenariat ancien qui a été illustré à la fois par l'engagement des mutuelles qui composent Clésiamut aujourd'hui, l'UMC sur le financement de projets et la MCDF qui avait la volonté de participer mais de façon modeste et s'est dit eh ben moi je financerai un objet, je ne peux pas financer non plus le projet lui-même, mais j'essaierai d'aider à lui donner du sens et à récompenser des chercheurs de talent. Donc on a à cœur de maintenir ce partenariat. On est heureux de le faire à travers un objet artistique symbolique parce que, comme l'a dit très bien Marion, un prix, c'est une aide financière, mais c'est aussi une manifestation de reconnaissance, c'est un encouragement pour des équipes qui donnent beaucoup, qui se dédient à la recherche médicale. Et voilà, et on est heureux de symboliser cette reconnaissance envers les chercheurs. Alors cette année, tous les ans, on a essayé de faire preuve d'imagination. Je crois qu'on vous montrera l'ensemble des objets. C'est quelque chose de sympathique qui va au-delà du seul choix d'un objet d'art. Et Daniel sait à quel point c'est difficile de choisir des objets d'art et de le faire avec talent et qu'ils puissent rester. Pour autant, on sait qu'il reste pour chacun de ceux qui l'ont reçu. Et on essaie évidemment d'en faire un objet symbolique. Et le symbole de cette année est très illustratif de la solidarité, de la fidélité. La solidarité, c'est ce que la mutualité a essayé de montrer pendant toute cette période difficile de ces derniers mois. Donc je pense que voilà, on symbolise la volonté commune des mutuelles de la Fondation d'œuvrer ensemble et de le faire pour l'intérêt général. Voilà ce que représente modestement le trophée, mais avec un symbole fort. Merci beaucoup Catherine Grand-Pierre-Mangin d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de votre engagement et de l'importance pour vous de cet engagement dans les trophées et dans la Fondation de l'Avenir. Et bien justement, nous allons découvrir ces trophées et remettre les 5 trophées de la Fondation de l'Avenir. C'est parti. Et nous allons procéder maintenant à la remise des 5 trophées de la Fondation de l'Avenir. Et pour commencer, remettre ce prix de la cérémonie, ce premier prix de la cérémonie, le prix Matmut de l'innovation médicale. Nous sommes dans la Grande Galerie en compagnie du président du groupe Matmut, Christophe Bourret, et du directeur général, Nicolas Gomard. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Alors, quelle est l'importance pour vous, président depuis 1 an, Christophe Bourret, de cette fondation ? Bonjour, tout d'abord. Écoutez, c'est un héritage important pour nous, pour Nicolas et pour moi. C'est une histoire qui dure depuis 15 ans entre la Fondation Matmut Paul Bento et la Fondation de l'Avenir. Je rappelle que nous sommes une fondation abritée. La recherche médicale, l'innovation, c'est un domaine que par ailleurs je connais très très bien puisque j'y investis depuis plus de 20 ans aujourd'hui et je suis donc très sensible aux actions de la Fondation de l'Avenir et de la Fondation Matmut Paul Bento. Pour revenir plus en amont, au début, la Fondation créée par Daniel Avis s'est focusée sur la traumatologie, les soins post-traumatiques et puis par la suite des maladies un peu orphelines et irréversibles. Elle a évolué au fil du temps et la Fondation Matmut Paul Bento, pour nous, devient très importante dans notre dispositif global du groupe en termes de positionnement. Pourquoi ? Aujourd'hui, donc Daniel en a un peu parlé, mais nous avons tout un écosystème autour de la santé, par l'Institut Montsouris, un hôpital réputé dans le 14e arrondissement, par une institution qui s'appelle la Gabrielle pour des adolescents et des jeunes adultes handicapés, par un centre de santé qui est le centre de santé du Square Mutualité. Et puis à côté de ça, nous sommes aussi actionnaires dans des sociétés de recherche directement, ce qu'on appelle des CRO précliniques. Et si vous voulez, aujourd'hui,
on se rend compte que la santé devient un enjeu majeur pour notre société, mais un enjeu majeur aussi pour l'écosystème Matmut. Alors je reviens une minute sur un événement majeur de notre année, qui est la raison d'être de la Matmut, qui sera normalement prononcée au mois de septembre. Et nous avons donc fait une consultation très importante auprès de tous nos sociétaires, tout notre écosystème, 4 millions de personnes. Pour donner un chiffre, c'est un chiffre très important. Et la santé est ressortie comme un enjeu majeur de cette consultation. Tout ça pour vous dire que la Fondation donc prend toute son importance dans notre dispositif, non pas de communication, mais d'incarnation de la raison d'être autour de l'ensemble des institutions que je vous ai données. Et dans les années à venir, nous communiquerons très, très intensément sur les actions que nous mettons en œuvre. Voilà. Merci. Alors revenons plus particulièrement sur ce prix Innovation Médicale. C'est le premier prix que nous allons remettre. Quelle est l'importance de ce prix et comment vous sélectionnez le lauréat ? L'objectif de ce prix, d'abord, c'est de récompenser les travaux d'une équipe de chercheurs, d'un chercheur et de son équipe, des travaux particulièrement innovants en matière de recherche médicale appliquée. Il a également pour particularité de récompenser une équipe qui a déjà été soutenue par la Fondation de l'Avenir. Et ce sont des travaux qui sont amenés à être poursuivis. Et d'ailleurs, une partie importante de la dotation associée à ce prix a vocation à financer la poursuite de ces travaux. Donc, c'est un prix auquel la Matmut est très attachée, pour les raisons qu'a évoquées Christophe, mais aussi parce que la qualité des dossiers qu'on reçoit chaque année est absolument exceptionnelle. Et on en reçoit beaucoup. Vous me demandiez quel est le processus de sélection. Eh bien, en fait, on reçoit beaucoup de dossiers de candidature. Le conseil scientifique de la Fondation de l'Avenir sélectionne parmi tous ces dossiers 3 dossiers, et ensuite un choix est fait parmi ces 3 dossiers. Et moi, ce qui me frappe depuis plusieurs années, encore une fois, c'est la très grande qualité, la grande sophistication des travaux qui sont menés dans le cadre de ces recherches. Et je trouve ça à la fois très enthousiasmant et très encourageant, parce que on sait que la France a un système, une capacité, un système de santé éprouvé, utilisant des technologies avancées et vraiment une recherche de qualité. Mais là, ça le prouve vraiment, s'il en était besoin. Et c'est très encourageant pour l'avenir, naturellement, parce qu'il y a des perspectives très intéressantes qui se dégagent de ces recherches. Eh bien, découvrons sans plus tarder le lauréat de ce prix Innovation Médicale. Je vous laisse nous l'annoncer, Christophe Bourré, et remettre ce prix également, ce trophée. Mais, écoutez, le lauréat du prix Matmut sur l'innovation médicale est le professeur Jean-Paul Marie, chef de service au CHU de Rouen, je crois ORL et chirurgien cervico-facial. Et donc, j'ai l'honneur, cher professeur, de vous remettre le prix Matmut de l'innovation médicale. Nous ne nous serrons pas la main. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En matière d'innervation, tout à fait. D'innervation du larynx et des nerfs crâniens, la réparation des nerfs crâniens et maintenant de la moelle épinière. Installez-vous, vous allez nous en parler un peu plus longuement, justement, professeur Jean-Paul Marie. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos travaux de recherche, les thématiques, sur quoi portent vos sujets de recherche? Alors d'abord, j'aimerais saluer et remercier la Matmut et la Fondation de l'Avenir pour l'attribution de ce prix qui couronne, si on peut dire, un long chemin que nous avons débuté il y a plus de 20 ans et la Fondation de l'Avenir nous soutient dans un certain nombre de travaux depuis très longtemps. Alors le thème de ces recherches, c'est la réparation des nerfs du larynx. Et vous savez que le larynx, c'est un organe qui est situé dans le cou, qui est très important pour la vie de relation, qui est important pour parler, pour respirer, pour avaler, parce que si on ne peut pas utiliser correctement son larynx, on fait arriver la nourriture et les liquides dans les poumons. C'est aussi une structure qui est importante pour tousser, pour nettoyer ses poumons. Et malheureusement, la consommation tabagique excessive aboutit à des cancers du larynx, particulièrement fréquents dans notre région. Et il arrive qu'il soit nécessaire de retirer le larynx.
Et le thème de mes travaux depuis donc de nombreuses années, c'est de trouver une solution pour réparer le larynx et le réinnerver, c'est-à-dire lui redonner des fonctions. Alors, une des façons de réparer le larynx, c'est éventuellement de transplanter le larynx, de le remplacer. Mais pour que ceci soit utile, il faut que les nerfs qui sont responsables des fonctions d'ouverture, de fermeture des cordes vocales, de la sensibilité au corps étranger, soient réparés. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'années, il y a une greffe fonctionnelle, il y a une greffe de la main qui a été faite. Et ceci n'avait de sens que si l'on pouvait redonner de la sensibilité et de la motricité à la main. Ensuite, on a transplanté la face et on a transplanté le larynx aux États-Unis en 1998, mais sans restituer toutes les fonctions du larynx. Donc, mon travail depuis de nombreuses années a été de trouver des solutions pour réhabiliter les nerfs moteurs qui font bouger les cordes vocales et la sensibilité du larynx. Alors la Fondation de l'Avenir a soutenu un certain nombre de projets qui ont permis de mettre au point chez l'animal l'utilisation d'un greffon de nerfs respiratoires, le nerf phrénique, qu'on a appliqué chez des gros animaux, des petits animaux. On a étudié les effets de l'ablation partielle de ce nerf et on a pu montrer qu'elle était tout à fait bien tolérée. Alors, ayant fini ces travaux, on a pu les appliquer chez l'homme et débuter un projet prospectif et éthiquement validé, bien sûr, en 2003, et on a opéré les premiers malades qui présentaient une paralysie laryngée bilatérale en fermeture. Et puis, les succès sont venus et progressivement, la demande est devenue de plus en plus importante et au jour d'aujourd'hui, on a opéré environ 90 malades de cette technique. Et surtout, ayant obtenu des résultats dans les paralysies laryngées, on a pu candidater pour un projet et le financement et l'accord éthique d'un projet de transplantation laryngée réinnervée, c'est-à-dire pour redonner la fonction aux nerfs. Et ce projet a été obtenu. Malheureusement, tout s'est arrêté à cause de la crise Covid, parce que vous savez que quand on fait une transplantation d'organes, eh bien, on doit donner des immunosuppresseurs et l'immunosuppression fragilise. Et donc, les projets de transplantation ont été arrêtés pendant un certain temps. Alors, ça, c'est la première partie du travail, parce qu'en fait, on est revenu au laboratoire pour se poser la question de comment améliorer la repousse nerveuse, la réparation des nerfs du larynx, mais aussi des nerfs de la face, d'autant plus que les nerfs de la face, c'est un modèle très utile et plus facile à analyser que le nerf laryngé. Et un des problèmes principaux dans la réparation des nerfs du larynx et de la face, c'est la repousse anormale vers les mauvais muscles cibles. Quand vous avez une paralysie faciale, et si elle récupère, ou bien si on a suturé les nerfs abîmés, malheureusement, les muscles du visage ne se remobilisent pas correctement et vous allez avoir un visage grimaçant. C'est ce qu'on appelle des syncinésies ou des co-contractions. Et donc, au laboratoire, on a cherché à développer des stratégies qui permettaient de diminuer ces co-contractions et du moins de comprendre pourquoi elles survenaient et de les diminuer. Et c'est là qu'on s'est intéressé aux cellules souches, et en particulier aux cellules souches olfactives qui avaient déjà été utilisées dans la réparation de la moelle. Et on a donc fait des travaux chez l'animal qui ont montré un certain intérêt, et puis on a cherché aussi à utiliser ces mêmes stratégies de régénération axonale, de réparation nerveuse, pour les lésions de la moelle. Vous savez, la moelle épinière, vous savez que dans les fractures des vertèbres, il y a parfois des lésions de la moelle épinière, des connexions nerveuses qui entraînent des paralysies, soit basses qu'on appelle les paraplégies, soit hautes qui paralysent tous les membres et aussi la respiration. Ce sont les tétraplégies qui sont un handicap extrêmement important, majeur. Et curieusement, quand on aimerait que les nerfs repoussent à l'intérieur de la moelle lésée, mais il y a une espèce de barrière fibrotique qui s'installe et qui empêche la repousse nerveuse. Donc nos travaux sur les nerfs laryngés puis le nerf facial ont ensuite débouché sur l'essai de compréhension des mécanismes de blocage de la repousse nerveuse dans la moelle épinière pour l'aider à récupérer.
Et c'est là mon collaborateur Nicolas Guéroux qui est devenu très important dans le laboratoire que je dirige pour axer les travaux dans ce domaine. Et nous avons donc utilisé les cellules souches d'origine olfactive. Et certaines cellules souches sont d'ailleurs les cellules mésenchymateuses olfactives qui ont été développées dans un grand projet de réparation des nerfs périphériques avec le professeur François Ferron et dans le projet du consortium Tournesol, financé par la Fondation de l'Avenir. Donc ces cellules souches ont été développées pour réparer la moelle épinière et on a utilisé maintenant d'autres stratégies qui sont la stimulation magnétique transcutanée qui permettent, on le croit, de mobiliser des cellules souches endogènes pour leur permettre d'aider à la réparation de la moelle épinière en diminuant la cicatrice fibreuse et en favorisant la transformation axonale. Donc nous en sommes là aujourd'hui, après un long cheminement qui nous a un petit peu détourné de l'objectif initial, mais qui a en fait élargi les horizons. Oui, on voit ça, un horizon effectivement assez vaste. Alors demain, si on se projette dans les perspectives maintenant, quels champs d'application espérez-vous pour l'avenir? Alors, les champs d'application, on va dire qu'ils sont doubles. D'abord, il s'agit vraiment de recherche translationnelle, c'est-à-dire qu'on pose une question de thérapeutique chez l'homme et on essaie de la résoudre au laboratoire et quand on a fait des progrès, on retourne l'appliquer et l'essayer chez l'homme. Alors, les deux axes, c'est la réparation des nerfs périphériques et on va travailler sur l'utilisation des cellules souches mises à l'intérieur de greffons nerveux artificiels en fibrinoïdes de soie, le fil de soie, pour avoir idéalement du nerf au kilomètre que l'on pourra charger avec des facteurs d'intérêt qui sont d'abord des cellules souches et qui seront peut-être des médicaments que l'on aura identifiés ou que l'on aura produits à partir de ce qu'on aura compris du mécanisme des cellules souches. Et puis le deuxième pan de travail, c'est d'appliquer chez l'homme ce que l'on a obtenu chez l'animal, c'est-à-dire une réparation fonctionnelle très intéressante des lésions médulaires de la moelle épinière et développer des projets de traitement par la stimulation magnétique qui mobilise les cellules souches endogènes, qui est donc parfaitement applicable chez l'homme. Donc vous voyez que ce sont des projets qui ont été mis au point au laboratoire chez l'animal et qui maintenant sont tout près de leur application humaine. Et je tiens vraiment à remercier la Fondation de l'Avenir d'avoir soutenu tous ces travaux tout au long de leur chemin. Et merci à la Matmut évidemment d'avoir financé ce prix d'innovation. Et bravo pour tous ces travaux et ce champ. Ouais, bravo. Félicitations, merci beaucoup, merci à tous les trois. Alors finalement, depuis le début de cette cérémonie des trophées, nous parlons de l'appel à projet à la recherche médicale qui irrigue l'ensemble des prix, qui vient les alimenter. C'est à partir de cet appel à projet que tout se construit. L'appel à projet, c'est le dispositif phare de la Fondation de l'Avenir. Alors comment fonctionne-t-il? Il fonctionne grâce à l'engagement d'une part des collaborateurs du pôle recherche, innovation, information scientifique, mais aussi grâce à l'engagement de centaines de bénévoles, nos experts qui auditionnent, qui expertisent les dossiers que nous recevons et le conseil scientifique, ce qui est une instance indépendante rattachée au directoire, composée de 17 membres de la communauté scientifique. Ce sont eux qui déterminent les orientations de l'appel à projet chaque année. En 2020, 4 axes avaient été retenus. L'axe d'origine de la Fondation de l'Avenir, celui des innovations techniques et chirurgicales. 2 axes qui font honneur au respect du donateur, puisque ce sont des thématiques sur lesquelles la Fondation de l'Avenir est beaucoup sollicitée. Il s'agit d'une part des maladies liées au vieillissement, les maladies du grand nombre, comme les maladies neurodégénératives, et il s'agit d'autre part des maladies chroniques pour améliorer la qualité de vie et l'accompagnement du patient, notamment en cas de cancer ou d'hypertension. Un 4e axe a émergé plus récemment et concerne malheureusement une pathologie pour laquelle nous recevons de plus en plus de projets parce que les besoins sont croissants. Il s'agit de la santé mentale. Donc l'appel à projet est ouvert en début d'année et l'objectif est de pouvoir accompagner l'équipe à partir de la fin d'année ou plus généralement à partir de l'année suivante. Et donc nous faisons un processus d'analyse pendant tout le premier semestre de l'année et en général après l'accompagnement peut se prolonger sur 12
12 à 24 mois. En quoi consiste cet accompagnement? Ça a été dit à plusieurs reprises depuis le début du trophée. C'est d'abord un chercheur que nous soutenons, mais aussi toute son équipe. Et nous voyons chaque année, année après année, que ces équipes sont de plus en plus multidisciplinaires, avec par exemple des financements de temps d'ingénieurs biostatisticiens pour tous les projets, notamment de santé numérique. Nous finançons également tout simplement, je dirais, du matériel, des réactifs biomédicaux, des équipements comme un ordinateur ou un tapis de marche. Évidemment, ces accompagnements sont ceux de la Fondation de l'Avenir, mais ils reposent grandement sur le soutien de nos donateurs et de nos partenaires à travers les fonds de soutien, à travers les fondations abritées, ou nos partenaires, comme par exemple le Fonds Action Addiction, qui vient financer une part de notre appel à projet depuis quelques années. Merci Marion pour toutes ces précisions sur la façon dont se déroule l'appel à projet chaque année. Je vous propose de continuer la remise des trophées avec le prix Harmonie Mutuelle et nous sommes en duplex avec Stéphane Junique, président d'Harmonie. C'est à vous Stéphane Junique. Bonjour à toutes et à tous, et une salutation toute particulière pour Daniel et Marion. Je suis très heureux de vous retrouver pour la remise du prix de la santé numérique qui marque l'engagement d'Harmonie Mutuelle aux côtés des équipes de la Fondation de l'Avenir dans le soutien de celles et ceux qui portent au quotidien la recherche et l'innovation. Cette année, Harmonie Mutuelle a souhaité récompenser à travers ce prix de la santé numérique le projet du docteur Sandrine Jagneau, qui propose une solution innovante de télésuivi des patients dépendants à l'alcool dès leur retour à domicile après une prise en charge en établissement spécialisé. Nous avons retenu ce projet pour 3 raisons. La première raison porte sur une réalité. Si la prise en charge des établissements des personnes dépendantes à l'alcool est importante et efficace, les rechutes lors du retour à domicile sont fréquentes. Moins de la moitié des patients restent abstinents au-delà de quelques mois. La solution, avec moi, de suivi à domicile proposée par l'équipe, permet d'apporter une offre d'accompagnement personnalisée et de démontrer l'efficacité d'un suivi. La seconde raison est une évidence. L'alcool est aujourd'hui la seconde cause de mortalité évitable après le tabac. 35 000 décès lui sont imputables chaque année et près de 5 millions de personnes en souffrent. Il entraîne, vous le savez, des risques de dépression, d'isolement social, sans oublier les pathologies lourdes qui lui sont associées. C'est donc un sujet de santé publique qui reste encore tabou, mais qui nous concerne tous et qui est une source de préoccupation également pour les entreprises, car l'alcool serait à l'origine de 15 à 20% des accidents professionnels, de l'absentéisme et des conflits au travail. La conviction qui est la nôtre est que les addictions, en particulier à l'alcool, doivent faire l'objet d'une stratégie de prévention renforcée dans laquelle nos mutuelles ont un rôle important à jouer. Enfin, la troisième raison, c'est une pensée pour un homme. Le professeur Michel Reynaud, qui nous a quittés d'une manière brutale il y a un peu moins d'1 an. Michel Reynaud était l'un des fondateurs de l'addictologie dans notre pays. En 2014, il avait créé le fonds Action Addiction et la plateforme en ligne d'aide et d'information Addicted. Il croyait aux nouveaux outils numériques et à la téléconsultation. Il était très attaché à ce prix de la santé numérique et je suis persuadé qu'il aurait été séduit par le projet du docteur Sandrine Jagneau. Nous avons une pensée pour lui ce soir. Encore chaleureuse félicitations à notre lauréate et bien sûr à toutes les équipes qui ont accompagné Sandrine Jagneau pour la réussite de ce projet qui, je l'espère, démontrera pleinement son utilité, son efficacité et son déploiement dans notre territoire. Merci Stéphane Junique. Avez-vous des questions à poser au docteur Sandrine Jagneau qui est également avec nous à distance? Oui Karine. D'abord une première question. Docteur, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre projet? Bonjour, donc notre projet est né de plusieurs éléments. D'abord des constatations en équipe, donc de difficultés ou de problèmes rapportés de patients au retour à domicile après un long séjour, puisque chez nous, dans notre structure, les patients sont hospitalisés de 4 à 12 semaines. Donc, on constatait qu'ils étaient très en difficulté en sortie d'hospitalisation. Donc, l'équipe réfléchissait depuis plusieurs années, en fait, à comment mieux accompagner nos patients en sortie de cette hospitalisation.
c'est venu rencontrer du coup une proposition d'une start-up nantaise qui s'appelle Directo Santé, qui fait déjà des suivis d'accompagnement de patients en sortie de soins ambulatoires. Donc on s'est dit ensemble qu'il y avait peut-être qu'il y avait sûrement quelque chose à inventer pour que nos patients puissent bénéficier d'un suivi à leur retour à domicile. Donc l'idée était de pouvoir les solliciter et que eux puissent répondre par SMS, et en fonction de leur réponse, que ça génère ou pas donc une consultation téléphonique ou une téléconsultation. Donc en fait, les patients, on a répondu à un appel à projet de l'ARS Pays de Loire. Donc on a remporté l'appel à projet, ce qui a permis de mettre en application notre projet avec Directo Santé. Donc actuellement, les patients qui sortent ont le choix d'intégrer ou pas l'expérimentation, puisqu'on en est au stade d'expérimentation. Donc, quand ils font le choix d'intégrer, ils vont recevoir des SMS à des fréquences qui vont être de plus en plus éloignées au fur et à mesure qu'on s'éloigne de leur sortie d'hospitalisation. Par SMS, ils vont devoir se coter, une sorte de météo avec laquelle on travaille aussi quand ils sont en soins. Et en fonction de leur réponse, ça va générer un appel d'une personne qu'ils connaissent, qui fait partie de l'équipe, qui les a accompagnés pendant leurs soins hospitaliers. La fréquence de l'accompagnement, de l'envoi d'SMS va de tous les jours en sortie d'hospitalisation et pendant les 15 jours jusqu'à en fin d'accompagnement, donc un par semaine. L'accompagnement global dure 6 mois. Dans ce projet, nous ne sommes pas seuls, puisqu'il était intéressant d'associer plusieurs structures pour participer. Donc, nous sommes participants, donc le SSR addictologique du Chillon dans le Maine-et-Loire, mais également le CHS de Blain, dans le 44, et puis la clinique Prémartine dans le 72. En Sarthe. Donc c'est vraiment un projet du coup régional, puisqu'il y a une structure addictologique qui participe en Maine-et-Loire, en Loire-Atlantique et en Sarthe. Comment percevez-vous les apports de votre projet à la recherche ? Le projet, on est encore en phase d'expérimentation, puisque du coup, il faut savoir que c'est un projet qui date un petit peu, puisque la genèse, elle date de 2018-2019. On a été un petit peu beaucoup ralenti par le Covid, puisqu'on devait juste démarrer février 2020. Donc, au moment où on devait inclure nos premiers patients, est arrivé le Covid et les conséquences qu'on connaît tous. Donc, on manque encore de recul et ça demande à être évalué, ce qu'on va faire dans les mois qui viennent. Pour les premières conclusions, constatations, c'est que tous les patients, aucun patient n'a quitté le dispositif. Tous les patients répondent au SMS, puisque au bout de 3 SMS sans réponse, il y a une sortie du dispositif, et pour l'instant, on a inclus une trentaine de patients et aucun n'est sorti du dispositif. Même pour les plus anciens qui arrivent à 6 mois d'expérience. On a généré des appels téléphoniques que les patients ont qualifiés comme ayant été utiles dans un second temps, à distance. À l'avenir, l'idée de pouvoir pérenniser ce dispositif pour amener une autre manière d'accompagner nos patients, notamment ceux qui ont des difficultés pour se déplacer, ceux qui sont encore du coup loin des structures ou qui souhaitent pas bénéficier d'un hôpital de jour ou de consultations itératives, ou alors ceux qui vont bien et qui sont au travail, et on en a
beaucoup, et c'est tant mieux, qui peuvent bénéficier du coup de cette solution pour garder un lien avec une équipe, puisqu'ils sont pas disponibles sur des heures de semaine. Donc à terme, c'est de pouvoir du coup générer des téléconsultations au plus près des besoins des patients. On comprend bien le bénéfice pour le patient, l'accompagnement est la clé de la réussite. Quelles applications à plus long terme envisagez-vous? On espère, Monsieur Junique, effectivement que ça va faire avancer la recherche et que ça va apporter donc quelque chose de plus dans l'accompagnement de nos patients. On sait que la pathologie addictive est une pathologie chronique ce qui nécessite la mise en place de stratégies, que l'équilibre peut être fragile en fonction de ce qui survient au quotidien, des événements de vie. Donc on sait aussi que c'est une pathologie du lien, où les liens sont souvent mis à mal, voire ont toujours été dysfonctionnels pour certains de nos patients. Donc c'est une manière de garder le lien avec une équipe qui a suivi le patient sur un temps de soins qui a forcément été un temps de soins intense, puisqu'on leur propose des soins qui sont intensifs, où on leur demande un travail sur eux-mêmes qui peut être douloureux. Donc il y a une alliance qui se crée, et du coup le maintien de ce lien, on espère que ça va contribuer à une amélioration de leur qualité de vie, et au-delà de l'objectif d'abstinence, qui, on sait bien maintenant, n'est pas l'objectif. L'objectif est de pouvoir maintenir une qualité de vie qui soit satisfaisante pour la personne. Et puis au-delà de ça, évidemment que si on peut contribuer à éviter ou à prévenir, c'est le mot plus adéquat, prévenir des rechutes et des hospitalisations. Et pour finir, Dr Jacquenot, que représente ce prix? Ce prix, il représente beaucoup, en fait, en termes d'encouragement dans des projets tels que celui-là, parce que c'est un projet qui n'a pas été non plus très simple à mettre en place, avec des inquiétudes en termes de temps à y passer, en termes de réponses à donner aux patients, en termes c'était à l'époque, en 2018, quelque chose de nouveau que d'imaginer de faire des consultations au téléphone. Alors, le Covid est passé par là et on a dû changer nos manières de prendre en soin et d'accompagner nos patients, mais à l'époque c'était pas du tout, le téléphone n'était pas du tout un moyen de consulter ou d'échanger, donc il y a eu tous ces freins. Donc d'obtenir un prix aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec les équipes de soins qui peuvent être parfois un peu découragées, un peu fatiguée, questionnante par rapport à les difficultés de nos patients, le contexte actuel, c'est un sacré encouragement, vraiment, donc on est très touchés, sincèrement touchés d'obtenir ce prix, que je partage évidemment avec l'équipe de Directo Santé, de la start-up nantaise qui nous accompagne au quotidien. Et puis, je souhaite vivement remercier Monsieur Junique et Harmonie Mutuelle de nous avoir choisis, ainsi que la Fondation de l'Avenir qui organise tout ça. Donc vraiment un grand merci à vous. Et bien évidemment, on vous tiendra au courant et informé des suites à venir concernant ce projet.
Merci à tous les deux et encore un grand bravo à vous, docteur Sandrine Jagneau, pour vos travaux. Marion Lelouvier, alors quel est le lien entre la Fondation et le sport ? Alors, c'est vrai pour lutter ou pour se remettre d'une addiction. Le lien sport-santé n'est plus à démontrer dans toutes les disciplines. Donc, évidemment, la Fondation de l'Avenir et aussi l'une de ces fondations abritées, notamment la Fondation Matmut Paul Bento, se sont toujours investis dans le sport. Là aussi, en multidisciplinarité, finalement, avec un peu de course à pied, une discipline, j'y suis pour rien, mais une discipline qui m'est chère, avec, par exemple, les 20 km de Paris. C'est vrai aussi avec le rugby et les essais du cœur, et c'était vrai pour la course automobile avec par exemple les GT Tours. Mais finalement, la discipline phare, c'est le basket, et c'est une très belle histoire qui a été écrite depuis 1987, puisqu'on ne sait pas, mais avant 1987, il n'y avait pas de ligue nationale de basket, et donc finalement, la Fondation de l'Avenir et la ligue ont été créées la même année. Et là encore, c'est une histoire de rencontre, alors en l'occurrence pas de femmes, mais d'hommes, avec monsieur Jean-Bel Lespiteau, qui a été le président fondateur de la LNB et un administrateur artisan, on va dire, de la Fondation de l'Avenir. Je crois que nos trophées sont une belle occasion de lui rendre hommage, à cette belle histoire, parce que malheureusement, parfois les belles histoires ont une fin, et monsieur Jean-Bel Lespiteau est décédé récemment, mi-mai. Et nous tenions à profiter de cette cérémonie des trophées, avec un trophée qui porte son nom, pour saluer l'action qu'il a pu faire à la fois pour le basket et pour la Fondation de l'Avenir. Le partenariat entre les deux a été scellé en 2006 autour d'un événement qui s'appelle les Journées de l'Avenir. Pendant les Journées de l'Avenir, en fait, la Fondation de l'Avenir, avec souvent des équipes de chercheurs locales, sont mises en valeur lors de matchs à la fois d'élite et de Jeep Elite et de Pro B, hein, les deux sections de basket, et est présente sur une période donnée, en général à l'automne, pour que les fonds liés à ces matchs de basket, collectés auprès des supporters, à la buvette, etc., soient remis à la Fondation de l'Avenir. Et on vient en général les flécher sur une pathologie cardiovasculaire de notre appel à projet, en hommage, là aussi tout est une histoire d'hommage, à Thierry Rupert, qui était un international basketteur français, qui est décédé bien trop jeune, en 2013, d'un problème cardiaque. Thierry Rupert a joué dans de nombreux clubs, dont le club de Rouen. J'espère. Évidemment, là, il y a eu une interruption avec la crise sanitaire et nous n'avons pas pu tenir ces journées sur la saison de basket 2020 et 2021. Mais j'espère qu'avec Alain Béral, l'un des successeurs, en tout cas le président actuel de la LNB, nous allons pouvoir nous retrouver autour des matchs pour la saison 2021-2022. Voilà, un bel espoir, un lien très fort entre la Fondation et le sport, symbolisé par ce prix Jean-Bel Lespiteau que nous allons découvrir. Nous allons découvrir le lauréat financé par l'AFCM, Association française de cautionnement mutuel. Et nous sommes en duplex avec vous, Christian Guichetot, administrateur général des finances publiques honoraires et professeur. Alors que pouvez-vous nous dire sur ce prix et les conditions de sélection du lauréat ? La relation entre la Fondation de l'Avenir et l'Association française de cautionnement mutuel est ancienne, puisque l'Association française de cautionnement mutuel était à côté de la mutualité fonction publique lors de la création de la Fondation de l'Avenir, en apportant un complément au fonds de dotation. Donc, dès le départ, l'Association française de cautionnement mutuel a été extrêmement proche de la Fondation de l'Avenir. Et ceci, grâce au président de l'époque de l'Association française de cautionnement mutuel, qui était Jean-Bel Lespiteau, dont vous venez de parler assez longuement et qui malheureusement a disparu il y a quelques jours seulement. Du fait de cette proximité, quand j'étais moi-même président de l'Association française de cautionnement mutuel, j'avais demandé à Dominique Le Tourneau, qui était à l'époque président du directoire, la possibilité d'honorer de son vivant Jean-Bel Lespiteau en créant un trophée qui porterait son nom.
ce qui avait été accepté bien sûr par la Fondation, et ce qui fait que de mémoire, dès 2014, à côté des autres trophées qui étaient distribués tous les 2 ans par la Fondation de l'Avenir, il avait été décidé qu'il y avait il y aurait une remise de médailles à FCM Jean Bayle-Lespiteau. Voilà quelle est l'origine de ce trophée. Donc ce prix récompense en fait l'équipe qui est la plus soutenue par la Fondation de l'Avenir au cours des 15 dernières années et qui n'a jamais bénéficié d'un prix remis lors des trophées de la Fondation de l'Avenir. Il récompense également une équipe qui doit avoir eu des résultats attestés par des publications ou des communications significatives et qui a fait mention du soutien apporté par la Fondation de l'Avenir. Enfin, la plus grande partie du prix doit être utilisée pour acquérir du matériel spécifiquement dédié aux travaux de recherche. Et j'ai le plaisir d'annoncer que ce prix est attribué cette année au professeur Jérôme Guicheux. Jérôme Guicheux, vous êtes également avec nous en direct et vous allez nous expliquer ce que sont vos travaux sur la régénération des tissus squelettiques et quels sont les bénéfices directs pour les patients. Merci beaucoup de me recevoir, c'est vraiment très gentil. Alors au laboratoire Hermès que je dirige à Nantes, nous travaillons sur l'arthrose qui est la maladie rhumatismale des articulations la plus fréquente. C'est une maladie aujourd'hui incurable qui affecte environ 10 millions de personnes en France et sa prévalence en lien avec le vieillissement des populations est actuellement en continuelle augmentation. C'est la seconde cause de consultation médicale après les maladies cardiovasculaires et la première cause de douleur et d'invalidité chez l'adulte. Il faut savoir que cette maladie affecte préférentiellement donc la colonne vertébrale avec ce qu'on appelle la maladie dégénérative du disque intervertébral. Elle affecte également les doigts, les genoux et la hanche principalement. Et elle a été très longtemps considérée comme une maladie dégénérative très liée à l'âge, comme un fardeau inéluctable à porter avec le vieillissement. Et aujourd'hui, on sait que cette maladie est plus une maladie articulaire hétérogène qui est caractérisée par une atteinte de l'ensemble des tissus de l'articulation, donc incluant l'os, le cartilage, la membrane synoviale. Et notamment, elle se manifeste par une inflammation de cette membrane synoviale. Elle se manifeste également par une modification de la structure de l'os qui devient un petit peu moins en bonne santé. Également une destruction du cartilage en lui-même et puis la formation de ce qu'on appelle des ostéophytes qui sont ces petits becs de perroquet qui poussent dans l'articulation, c'est de l'os, ce qui va engendrer douleur, raideur et également une incapacité fonctionnelle chez les patients. Alors malgré cette incidence élevée et ses conséquences dramatiques sur la qualité de vie des patients, son impact également médico-économique, l'arthrose est toujours imparfaitement comprise. Et il n'existe à ce jour aucun traitement efficace. Et la prise en charge aujourd'hui des patients arthrosiques est malheureusement uniquement symptomatique et repose sur l'utilisation de médicaments antidouleurs, des antalgiques, mais également des anti-inflammatoires. Alors évidemment, pour les cas les plus sévères ou les plus avancés de la maladie, on peut avoir recours à un remplacement prothétique de l'articulation. On connaît très bien les prothèses de genoux, les prothèses de hanche, avec des résultats cliniques très très bons. Cependant, et afin de répondre aux attentes des cliniciens, bien sûr, mais également des nombreux patients, de préférence trouver une réponse précoce pour ne pas avoir recours à ces remplacements prothétiques, on développe depuis de nombreuses années au laboratoire des biomatériaux à base d'hydrogel en polysaccharides, donc en sucre pour faire simple, et qui peuvent être utilisés pour essentiellement 3 choses. La première des choses pour laquelle on utilise ces biomatériaux, on les utilise comme des supports que l'on peut injecter dans les articulations pour transporter des cellules qui vont contribuer à réparer le genou, par exemple. C'est la première utilisation de ces biomatériaux. La deuxième utilisation qu'on fait, on les utilise comme des vecteurs qui peuvent transporter des molécules thérapeutiques, toujours soit dans une articulation du genou, soit dans un disque intervertébral. Et puis enfin, on utilise ces biomatériaux comme ce qu'on appelle des bio-encres, c'est-à-dire qu'on les utilise pour fabriquer par des techniques de bioimpression, qui sont des techniques qui se sont développées assez récemment. On les utilise pour fabriquer des mini-articulations in vitro qui pourront ensuite nous aider à identifier des cibles thérapeutiques ou pourquoi pas aussi à cribler des molécules thérapeutiques.
Alors, notre objectif aujourd'hui, d'un point de vue global, c'est de déterminer si ces matériaux-là peuvent, associés ou non à des cellules souches, par exemple, ou à des agents thérapeutiques, peuvent être pertinents dans le cadre de la prise en charge de ces maladies arthrosiques, qu'elles soient rachidiennes ou périphériques. Voilà l'essentiel de notre projet de recherche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce projet va faire avancer la recherche dans le futur? Quelles sont les perspectives et comment vous allez utiliser le fonds de dotation? Actuellement, nous en sommes évidemment, ce que je raconte là, c'est un projet qui a commencé il y a plus d'une dizaine d'années dans l'unité, au laboratoire, bien sûr. Aujourd'hui, nous en sommes rendus, par exemple, à tester chez des patients lombalgiques l'injection dans les disques intervertébraux de cellules souches pour voir si ça peut contribuer à améliorer la maladie. Donc on est rendu en phase d'essai clinique avec des cellules qu'on injecte dans des genoux ou dans des disques intervertébraux, avec les limites que l'on connaît de l'injection de ces cellules qu'on injecte seul. Et donc aujourd'hui, on est en train de tester dans des modèles vétérinaires de ces maladies, l'injection de ces cellules non plus seules, mais associées avec ces biomatériaux pour essayer de prolonger leur survie et augmenter leur activité thérapeutique dans cet environnement articulaire très inflammatoire qui est plutôt hostile à la survie des cellules que l'on injecte. Donc on teste ces approches. Alors on utilise pour cela des patients vétérinaires, donc des chiens de propriétaires qui sont lombalgiques et dans lesquels on essaie d'injecter ces médicaments dans le cadre d'essais thérapeutiques vétérinaires très contrôlés, comme on peut le faire chez l'homme, avec bien sûr l'idée à terme de transférer ces progrès en médecine vétérinaire vers la médecine humaine. Et puis, donc actuellement, on a donc cet essai clinique en cours chez des patients lombalgiques d'injection de cellules souches dans le disque. Et puis, parallèlement, on essaye également de pouvoir mieux comprendre la maladie et notamment au travers de l'identification de nouveaux, ce qu'on appelle nous des cibles thérapeutiques. On sait que au cours du vieillissement, l'arthrose se développe. Alors on essaye de comprendre quelles sont les molécules qui, pendant que l'on vieillit, se dérèglent, se mettent à être plus abondamment fabriquées ou au contraire disparaissent, avec l'idée derrière que si elles disparaissent, on pourrait les réinjecter, pourquoi pas. Et donc on travaille beaucoup actuellement sur des facteurs ce qu'on appelle des facteurs antigéroniques, donc anti-vieillissement, pour essayer de voir si on peut répondre à l'attente des patients en ce sens. Bravo à vous, Jérôme Guicheux, et encore un grand merci à tous les deux. Alors nous retrouvons avec vous, Marion Lelouvier, pour parler des relations de la Fondation de l'Avenir avec ses partenaires. Comment ça se passe avec les partenaires? Oui, depuis l'origine, la Fondation de l'Avenir est pensée comme le trait d'union entre les acteurs de santé publique et les financeurs du système de santé. Et c'est quelque chose qui se concrétise à travers nos instances, qui fait partie beaucoup du quotidien du président, de la présidente du directoire, des équipes opérationnelles, à travers les pôles développement, valorisation et vie institutionnelle et affaires publiques. Et concrètement, dans nos instances, les fondateurs, les partenaires académiques et les personnes qualifiées sont représentés au sein du conseil de surveillance de la Fondation de l'Avenir et au sein de nos différentes instances. Et une instance a même été créée spécifiquement pour les partenaires il y a une petite dizaine d'années. C'est le Collège des partenaires qui est présidé par Daniel Lavis et qui s'est d'ailleurs réuni en convention annuelle le 20 mai dernier. Évidemment, les partenaires sont essentiels pour mener à bien les missions sociales de la Fondation à travers des modalités de soutien qui se sont diversifiées au fil des années, que ce soit à travers les opérations de soutien à la collecte auprès des particuliers, que ce soit auprès des fonds de soutien et des fondations abritées, on l'a dit à maintes reprises, mais aussi en reversement de produits financiers au sein d'un fonds investissement socialement responsable et également, par exemple, d'un fonds Avenir Santé Numérique. Et bien alors justement, transition parfaite puisque nous allons remettre à présent le prix Aesio. C'est le prix de la robotique et du numérique médico-chirurgical. Et nous sommes avec Patrick Brottier. Patrick Brottier, je vous laisse la parole. Vous êtes président d'Aesio Mutuelle, c'est à vous. Merci Karine. Aesio Mutuelle est ravi de remettre le prix de l'innovation robotique et numérique médico-chirurgicale
à un lauréat qui a déjà eu beaucoup de prix et qu'on est ravi d'accompagner dans une nouvelle innovation, Aymeric Beck, qui reçoit ce prix aujourd'hui, à travers ce qu'il entreprend dans la CPRE par voie biliaire et pancréatique. Alors il s'agit en fait d'optimiser la capacité de traitement, de soins, pour des calculs ou pour des pathologies plus graves. Et du coup, ce type d'innovation est très importante. Elle permet à la fois de sécuriser et d'améliorer le traitement des patients. Et elle a vocation, bien sûr, si tout fonctionne, à essaimer. On est ravis à Aesio d'accompagner la Fondation de l'Avenir depuis longtemps et du coup de prolonger ce partenariat avec l'attribution de ce prix. Et on pense que l'innovation en santé, ça a tout son sens. Raison de plus pour la valoriser et raison de plus avec ce prix pour la mettre en lumière aujourd'hui. Merci Patrick Brottier. Je crois que vous avez des questions à poser justement au docteur Aymeric Beck. Avec plaisir, Aymeric. D'abord, je suis ravi de vous rencontrer. Vous êtes multilauréat, puisqu'on a vu que vous aviez déjà été primé à de nombreuses reprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette innovation en particulier, qui est un petit peu difficile à énoncer déjà, donc je vais vous laisser le soin de le faire, et peut-être de nous en dire un peu plus. Bonjour Monsieur Brottier, merci à vous. Donc effectivement, ce projet qu'on a appelé MAGIE, qui veut dire modèle d'assistance aux gestes interventionnels en endoscopie, est un projet qui se centre sur la CPRE, donc la cholangiopancréatographie par voie rétrograde endoscopique. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, l'objectif de ce geste est de traiter des maladies, notamment dans les voies biliaires, donc dans cet arbre qui draine la bile du foie. Et notre axe de recherche est sur l'amélioration en fait de ce geste qui vient de fêter ses 50 ans et qui bizarrement, sur les 50 dernières années, n'a pas tant évolué en termes de pratique clinique. Donc voilà, notre objectif ultime, c'est d'améliorer ce geste. Très bien. Pour le patient, concrètement, qu'est-ce que ça peut offrir comme perspective, cette évolution, cette innovation? Alors, il y en a deux principales. La première, c'est de rendre le geste plus efficace, donc avec un résultat pour le patient qui soit meilleur. Ce geste, il permet surtout de drainer les voies biliaires quand il y a un obstacle, notamment un obstacle tumoral. Et comme cet arbre biliaire, comme un arbre, si vous représentez un arbre, peut être extrêmement complexe dans sa ramification, on a aujourd'hui beaucoup de mal parfois à obtenir un drainage optimal des patients, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses pour ceux-ci, avec des risques d'infection, l'impossibilité de leur donner des traitements. Et donc, l'objectif clinique pour ces patients, c'est d'avoir un geste plus efficace, mais aussi un geste plus rapide, avec moins d'irradiation, puisqu'on utilise des rayons X. Donc, si on fait un geste plus efficace, plus rapide, on irradiera moins les patients. Voilà le double objectif que nous avons. Très bien. Donc, vous avez dit que c'est une pratique qui finalement avait assez peu évolué. Concrètement, cette innovation, en quoi elle fait franchir un palier donc aux professionnels que vous êtes et bien sûr autour de vous, à vos confrères possiblement? Alors, effectivement, ça a assez peu évolué dans le sens où quand nous sommes en train de faire un geste dans les voies biliaires, pour pouvoir nous localiser, on utilise des rayons X en 2 dimensions, donc comme des radios en fait, qui est une technique qui existe depuis longtemps et qui a assez peu évolué. Et or, l'arbre biliaire, c'est une structure qui est tridimensionnelle. Et donc, c'est là où est notre limite, c'est que souvent, on a du mal à voir vraiment ce qu'on fait dans le détail. Et donc, ce que ce projet va apporter en plus en termes de recherche, c'est une approche où on ne change pas le geste à proprement parler, c'est-à-dire qu'on continue à utiliser les rayons et les images en 2 dimensions, mais on y ajoute une représentation en 3 dimensions. Donc, on ne change pas la nature du geste, on apporte juste quelque chose en plus. Il y a de la recherche qui est faite sur une approche tridimensionnelle complète avec IRM, scanner. C'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus cher. Et nous, on a pris une autre approche qui, je l'espère, nous permettra d'avoir des résultats satisfaisants. Alors, pour finir, donc, vous êtes un multilauréat, bravo, parce que finalement, vous avez été à plusieurs reprises distingué. En quoi le fait d'être accompagné, justement, de recevoir des prix, d'être accompagné par la Fondation de l'Avenir à travers ce prix qui vous est décerné aujourd'hui, en quoi ça vous aide à progresser, à franchir là aussi des étapes? Alors, ça nous aide à plus d'un titre. De façon évidente, il y a déjà l'aspect financier. Ça nous permet de financer l'achat de matériel
puisque c'est de la recherche très pratico-pratique. C'est de la recherche fondamentale, mais très pratico-pratique. Il faut que on fabrique des modèles, on fabrique des ancillaires qu'on utilise dans les voies biliaires. Donc, il y a le financement de ça, de stages, de masters, etc. Et puis, je dirais, l'autre chose, c'est que bon, la recherche, ça n'est jamais linéaire. Ça peut être, il y a des moments où on peut avoir un peu envie de baisser les bras. Et donc, ce prix, il revêt aussi une importance psychologique, je dirais. C'est-à-dire que notre projet, il est très collaboratif. On travaille avec des endoscopistes, des radiologues, des roboticiens, des gens qui font de l'intelligence artificielle. Et donc ça galvanise les troupes parce que finalement, c'est une reconnaissance et qui nous honore et surtout qui nous fait dire quelque part dans notre cerveau qu'on est sur la bonne voie et que donc il faut qu'on poursuive nos efforts. Bravo, félicitations en tout cas et plein de réussite pour la suite. On a besoin d'innovations telles que vous les portez. Merci à ESIO et puis merci à la Fondation de l'Avenir. Voilà encore une belle piste d'avenir et un champ de recherche passionnant. Alors Marion Lelouvier, nous parlions de l'importance des partenaires de la Fondation de l'Avenir tout à l'heure. Et je sais aussi que les donateurs particuliers sont également très importants pour la Fondation. Oui, en effet Karine, quand les partenaires apportent à peu près 40% des ressources de la Fondation, les donateurs génèrent 60% par donation et par legs. Donc c'est évidemment quelque chose qui nous oblige. Donc nos engagements vis-à-vis d'eux sont contrôlés par le comité de la charte du don en confiance, qui est un œil externe et qui vient compléter le regard que nous portent les tutelles, ministère de l'Intérieur et ministère de l'Économie et des Finances, et les contrôles exercés sur nos comptes par le commissaire aux comptes. Ce sont 60 000 donateurs qui nous ont accompagnés depuis l'origine de la Fondation et leur soutien est de plus en plus régulier et donc nous pouvons que les remercier. Alors en 2020, la Fondation a eu le souci d'interroger les Français quant à leurs attentes vis-à-vis de la recherche médicale et a construit un baromètre inédit en France, le baromètre de la recherche médicale, qui a consisté en une enquête d'opinion auprès de 1000 Français et de médecins également. Finalement, ce que nous observons malgré la crise sanitaire, ou peut-être grâce à elle, c'est qu'en 2020, les donateurs ont largement répondu présent, qu'ils en soient remerciés. Alors nous allons justement remettre le prix MFP des donateurs et nous allons retrouver dans un instant Serge Brichet, président de la MFP, pour remettre ce prix. Nous voici en duplex avec Serge Brichet. Serge Brichet, vous êtes président de Mutualité Fonction Publique pour remettre ce prix MFP des donateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour commencer, quelques mots sur ce prix et comment vous sélectionnez les lauréats ? Alors, ce prix, pour nous, la Mutualité Fonction Publique, il est symbolique, puisque je rappelle au passage que c'est la Mutualité Fonction Publique qui, en 1987, a créé la Fondation de l'Avenir. Et c'est un prix qui a un processus double de sélection, puisque 6 projets sont sélectionnés par les équipes de la Fondation et soumis au suffrage des milliers de donateurs de la Fondation de l'Avenir. Donc c'est un prix des donateurs, mais pour moi c'est le prix du public, c'est-à-dire ceux qui peuvent bénéficier des avancées thérapeutiques, et puis ceux à qui on apporte aussi une information claire, pédagogique, pour qu'ils soient en capacité de décider entre des projets tous de grande valeur. Quels sont vos critères de choix ? Les critères, je dirais, alors c'est une expression peut-être plus financière et peu adaptée dans notre milieu, mais pour moi c'est le triple A, c'est-à-dire que les projets, ils doivent d'abord découler de travaux qui sont aboutis. Ce sont ensuite des travaux qui doivent avoir des résultats qui sont, eux, attestés et avérés. Et derrière tout ça, il y a potentiellement des innovations qui sont appliquées, ce qui fait que dans ce travail-là, la Fondation de l'Avenir, eh bien, récompense peut-être des projets non plus de l'avenir, mais du présent. Eh bien, je vous propose de nous donner le nom du lauréat cette année. Alors, le lauréat est, comme j'allais dire d'habitude pour les prix des donateurs, un homme de grande qualité, le professeur Michael Mazigui, neurologue à l'hôpital Lariboisière, et qui a notamment travaillé autour d'analyser les phénomènes de l'inflammation vasculaire pour mieux traiter l'accident ischémique cérébral, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, l'infarctus cérébral.
Mickaël Mazigui, vous êtes avec nous en direct. Est-ce que vous pouvez nous présenter, nous dire quelques mots sur vos travaux, sur les phénomènes d'inflammation vasculaire pour mieux traiter l'accident ischémique cérébral et surtout quels sont les bénéfices pour les patients? Bonjour à toutes et à tous, un grand merci de m'accueillir et de me donner ce privilège d'avoir ce prix. Donc l'accident vasculaire cérébral, l'infarctus du cerveau, vous savez, c'est la première cause de handicap en France et en Europe. C'est même devenu la première cause de décès chez la femme en Europe. Donc on voit que c'est une grande problématique de santé publique. Il y a eu beaucoup de progrès de réalisés ces dernières années avec des traitements qui sont efficaces. On a des traitements en perfusion, des sortes de D-stop qui vont déboucher les artères du cerveau et puis c'est combiné à des interventions où avec de la technologie, on peut aller dans les vaisseaux du cerveau pour aller récupérer des cailloux. Et malgré ces stratégies formidables qui ont évolué ces dernières années, on a 50% des gens qui restent handicapés, alors qu'on arrive à déboucher les artères 9 fois sur 10. Donc on a encore beaucoup de progrès à faire parce qu'on voit qu'on n'est pas très bon. Et donc en effet, les travaux qui sont réalisés depuis maintenant plusieurs années, et on a la chance d'être accompagné par la Fondation de l'Avenir depuis de nombreuses années, ont permis de mettre en évidence qu'il y a des cellules de l'inflammation qu'on appelle les neutrophiles, qui vont jouer un rôle très important. D'abord au niveau du caillot qui bouche l'artère du cerveau, on s'est aperçu ces dernières années que le caillot du cerveau, c'est comme une noix. C'est-à-dire qu'il y a une coque qui est extrêmement résistante au traitement et aux interventions. Donc cette coque confère une résistance aux thérapeutiques et qui explique certains échecs, notamment soit pour dissoudre le caillot, soit pour l'attraper, ou soit va prolonger l'intervention. Et le temps, c'est du cerveau, hein. Chaque minute qui passe, c'est 2 millions de neurones en moins. Donc cette course contre la montre, elle est très importante pour nous. Et avoir des traitements qui agissent très vite, pour nous, c'est fondamental. Et on s'est aperçu que les neutrophiles, donc ces cellules de l'inflammation, quand elles meurent, elles vont cracher leur ADN, faire une sorte de toile d'araignée. Et c'est cette toile d'araignée de fragments d'ADN qui va conférer cette coque, cette résistance du caillot au traitement. Et donc, ces travaux ont permis d'identifier ce rôle néfaste des cellules de l'inflammation, de ces neutrophiles, et ça nous a permis d'identifier de nouvelles cibles biologiques. Et grâce à ces nouvelles cibles biologiques identifiées, maintenant, on a de nouvelles pistes thérapeutiques qui sont extrêmement prometteuses. Alors, en quoi ce projet fait avancer la recherche et comment vous allez utiliser la dotation ? Alors, donc on s'est aperçu que cette coque était notamment bourrée d'ADN et donc on va utiliser des espèces de ciseaux à ADN qu'on appelle des enzymes gloutons, des DNAs qui vont venir en association au traitement qu'on utilise, permettre de dissoudre le caillot de façon plus rapide. Donc il y a deux versants. Il y a un premier versant qui est thérapeutique, où on va optimiser les traitements, améliorer les taux de réouverture des artères et notamment non seulement l'efficacité, mais vous l'avez compris, la vitesse d'action. Et puis il y a tout un autre pan qui est plus un pan pronostic. Un des gros enjeux que l'on a également, c'est de prédire la récupération pour avoir une individualisation de la prise en charge des patients. Et donc avec l'identification de ces molécules, de ces fragments d'ADN relargués par les cellules de l'inflammation, on peut prédire le pronostic. Et là, on va tester de nouveaux outils qui vont nous permettre de suivre dès les premières heures, parce que tout ça est fait en situation d'urgence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce que malheureusement les AVC n'arrivent pas qu'aux heures ouvrables. Et on va pouvoir monitorer, c'est-à-dire avoir un suivi quasiment heure par heure de ce relargage de molécules dans le sang avec ce qu'on appelle des biopsies liquides. En fait, c'est juste un échantillon de sang, mais qui va nous permettre d'avoir une analyse très fine, notamment de l'ADN, pour prédire le devenir des personnes atteintes de l'AVC et optimiser leur prise en charge en termes de médicaments, en termes de rééducation et en termes de parcours.
Félicitations Mickaël Mazigui et un grand merci à tous les deux. Nous sommes avec Dominique Le Tourneau, bonjour. Bonjour. Alors Dominique, vous avez été d'abord directeur général de la Fondation de l'Avenir de 2003 à 2011, puis président du directoire de 2012 à 2020, 18 ans 18 ans. Eh ben, vous allez nous dire quelles sont sur ces 18 années, tout ce que vous avez suivi, les différentes étapes de la Fondation. Quelles sont ces principales étapes? J'ai un premier principe, c'est qu'on arrive, mais il y a eu déjà quelque chose qui existait avant. Je ne peux pas ne pas parler de la Fondation sans rappeler son principe fondateur, à savoir soutenir une recherche médicale appliquée. Aujourd'hui, il y a une formule qui est largement utilisée, mais qui mériterait d'être moins utilisée dans le discours, plus dans la pratique. Être utile aux chercheurs. S'il y a vraiment une valeur ajoutée de la Fondation de l'Avenir qu'on a apportée précédemment, pendant, je dirais, mes 18 ans, puisque vous avez eu la gentillesse de rappeler mon temps long, et je suis persuadé que ceux qui viennent après moi, Daniel Avis, Marion Lelouvier et toute l'équipe, voilà, vont garder cette même, je dirais, singularité, être utile aux chercheurs. Et dans le contexte actuel, c'est extrêmement important. Vous avez vu tout au long de cette cérémonie, vu des illustrations concrètes d'une recherche médicale appliquée. Et vous avez vu combien les chercheurs étaient sensibles à notre façon, peut-être un peu différente, de soutenir leurs projets, leurs travaux, non pas sans exigence, mais toujours avec une certaine bienveillance. Et dans le contexte actuel, c'est extrêmement important. Donc, ma contribution, oui, elle a été un peu longue, mais elle a essayé de garder ce cap auquel on tient. Et ce cap, on le doit, je ne vais pas de citer des personnes, à la fois à la matrice du CMC de la Porte de Choisy, personne ne connaît aujourd'hui, mais l'Institut Théiste Montsouris, tout le monde connaît. La Fondation est née de cela, et de dirigeants mutualistes, ils ont été évoqués, je le redis, Jean-Pierre Davant et Étienne Cagnard. C'est eux qui ont porté ce projet, et nous sommes, nous, arrivés après, moi, longtemps avec Étienne, pour continuer cette démarche-là. Voilà, et tout au long, vous avez conservé ces valeurs qui sont fortes pour vous, pour maintenir cette fondation avec ce cap fort sur l'application. Je pars toujours d'un grand principe, ne jamais oublier d'où on vient. Sinon, on s'égare et on passe à côté. Je reconnais d'ailleurs qu'à un moment donné, la Fondation a essayé de trouver un autre cap. Et le gros travail que nous avons conduit à l'époque à Étienne Cagnard, c'était justement de remettre sur nos fondamentaux. Mais se remettre sur ces fondamentaux, c'est aussi préparer l'avenir. Et j'aime bien, finalement, ce rapprochement entre fondation et avenir. Quand on tient les deux bouts, c'est un élément pour moi extrêmement structurant et important. Est-ce que vous avez un souhait particulier à formuler pour la Fondation, pour ces prochaines 18 années? Le souhait, c'est justement de ne jamais oublier le bénéficiaire. Et le bénéficiaire, c'est le patient. C'est-à-dire tout à chacun, vous et moi. On est potentiellement concernés. Et donc, si on ne prend pas en compte le bénéficiaire, on va passer à côté. Et autre élément, n'oublions pas que la Fondation, elle est née de la mutualité. On peut toujours discuter, on peut toujours critiquer, mais on est certainement un des fondamentaux de ce qu'est effectivement le positionnement mutualiste. Voilà, ce côté concret, on l'a vraiment bien perçu à travers tous ces témoignages des chercheurs tout au long de cette remise des trophées. Merci pour avoir reparcouru ces différentes étapes. Alors j'ai un peu menti au début de cette émission, j'ai parlé de 5 prix à remettre. En fait, il y en a un petit 6e. Et pour ce 6e prix, je vais demander à Daniel Avis de nous rejoindre. Daniel qui est toujours avec nous, qui va se faire un plaisir de nous rejoindre pour cette séquence. Alors Daniel Avis, mais quel est ce prix? Je sais pas, moi, c'est le prix de bonne camaraderie? Non. De bavardage? Non. Non. De réseautage, peut-être. Parce que c'est un réseauteur, ce monsieur. Il a fait des réseaux scientifiques. Il est connu comme le loup blanc. Vous allez dans n'importe quel hôpital de France, on connaît le Tourneau. À croire j'espère qu'il les a pas essayés pour lui-même. Mais il connaît toujours des praticiens qui sont sur la zone. Et puis, réseau, évidemment, il l'a évoqué, des partenaires. Quand il est arrivé, il faut le reconnaître, la mutualité est un monde très spécifique. C'est un monde d'ouverture très refermé. Ne pas oublier que c'est un monde égoïste. Une mutuelle, c'est fait pour protéger ceux qui sont dedans, pas pour s'ouvrir à ceux qui sont dehors. Et quelque part, c'était un peu le danger de la Fondation.
c'était de travailler avec ceux qui étaient là au départ, et les autres, on les laisse dans leur erreur et leur ignorance. Nous, on a accédé à la terre promise, les autres. Dominique n'est pas du tout dans cette philosophie-là. Il a même transgressé un certain nombre de règles, au sein même de la mutualité. À l'origine, c'était essentiellement des mutuelles de fonction publique. Le CMC de la Porte de Choisy, puis l'IMM, c'était des émanations de la mutualité fonction publique, au départ. Si vous reprenez les logos de l'époque, et encore aujourd'hui, ça se ressemble quand même beaucoup au logo de l'époque de la vieille MFP. Tout ça, ça a existé. Il a transgressé déjà en allant chercher les mutuelles interprofessionnelles. Il a transgressé en allant chercher davantage de mutuelles d'assurance. En relançant côté Matmut, avec l'aide de son chef Étienne, quand même, mais en allant chercher nos amis des motards, nos amis, etc. Il n'a pas eu le temps d'aller plus loin. Il laisse de la tâche à Marion, c'est gentil. Elle a 18 ans pour y arriver. Il faut quand même qu'elle ait le temps de s'occuper. Moi, je ne resterai pas avec elle 18 ans. Je rassure tout de suite tout le monde. Mais, en attendant, ce travail est fait. Ces amorces sont faites. Cet esprit d'ouverture dont on a besoin, où que l'on soit, qui que l'on soit, il a su le transmettre. Il a su le créer. Il y a aussi une chose qu'il a su faire, c'est les comptes. Il faut y rendre cette honnêteté. L'Auvergne, ça a du bon. On le lance au plafond, il reste accroché. Au-delà des caricatures, il faut reconnaître. Nous avons aujourd'hui une fondation dans une situation confortable, convenable, dans le respect de ce que doit être une fondation reconnue d'utilité publique, bien sûr, dans le respect des valeurs de la charte, ce qui est normal, mais on ne pratique pas la gestion débridée. C'est pas le genre de la maison. On fait en fonction de nos moyens, on fait en fonction de ce que nous savons faire, et on a un capital qui n'est pas dans le bilan, encore une fois, mais un capital immatériel très important. C'est tout ce réseau d'amitié, de réputation, de qualité, et ça, c'est très important. Alors pour ça, on s'est dit qu'il fallait bien un trophée. Ben voilà, on vieillit, la preuve qu'on vieillit. C'est sûr. Un trophée d'honneur, voilà. Un trophée d'honneur, ouais. Pour cette ouverture d'esprit et cette capacité à gérer les comptes. Ne te fais pas la bise, c'est pas de saison. Non, on attendra un petit peu. Ouais, puis tu préférerais que ce soit Marion. En plus. Bah, tant qu'à choisir, moi, nous sommes d'accord. Moi, ça fait pas velcro, mais quand même. Mais remise officielle du trophée. J'ai remettre ce trophée d'honneur de la part de nous, de tous les copains, avec une pensée, tu l'as évoqué, pour Jean Bail de l'Espito, qui était avec nous. C'est la vie. Écoute, cher Daniel, je ne m'attendais pas. Je pensais qu'on me faisait un petit truc de fin, voilà, en me disant au nom de l'histoire, etc. J'avais promis d'être court, donc je vais être très court. Merci de la confiance qu'on m'a accordée. Merci toi particulièrement, parce que je m'en souviens très bien. Première rencontre, c'était très clair, et ça me correspondait bien, en disant confiance, les trophées, puisque finalement, avec Étienne et avec Daniel, il y a quand même une grosse copaternité. Ça reposait sur une idée relativement simple. Comment trouver un dispositif qui permet à la fois d'embarquer nos partenaires, comme tu l'as évoqué Daniel, nos historiques et l'ouverture vers d'autres, pouvant soutenir de façon différente, mais toujours soutenir la recherche médicale appliquée dans ses différentes expressions. Et je m'en souviens très bien, c'est enregistré, on va pouvoir le dire. Enregistré. C'était au bar, t'apprendras, du Lafayette Concorde, voilà, où Daniel m'avait dit j'aimerais bien qu'on échange, et on avait co-travaillé. J'en avais parlé avant avec Étienne, je suppose que tu avais aussi évoqué avec Étienne, et c'est comme ça que sont nés les trophées. Et finalement, première édition 2004, et là, tous les 2 ans, nous avons cette édition. Et ces trophées ont été le moyen d'embarquer avec nous des nouveaux partenaires
qui ont été séduits à l'idée d'avoir un trophée à leur nom, qui soit remis à un scientifique de valeur pour une action de valeur. Trop souvent, on a l'impression qu'on met des sous, puis bon, ben voilà, on a mis des sous. Au mieux, on reçoit une belle plaquette, ce qui est un peu couillon d'ailleurs parce que ça coûte très cher et ça rapporte rien. Et c'est vrai qu'avec ces trophées, mais c'est lui qui a fait le réseau. Le VRP des trophées, c'est lui. Et en plus, pour l'évoquer, nous sommes au coin d'un très joli bar aussi pour rappeler ce souvenir, donc c'est formidable. Je ne pouvais pas ne pas m'empêcher de faire ce petit lien, parce que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup bar au bar. Du bar au bar. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour cette séquence forte en émotion. Félicitations pour toutes ces années et cette impulsion donnée pour Marion, que je vais rejoindre dans un instant. Ainsi s'achève cette 9e édition des Trophées de la Fondation de l'Avenir et je laisse le mot de la fin à Marion Lelouvier. Oui, merci Karine. Je crois que cette année encore, nous pouvons dire que cette édition des Trophées a mis à l'honneur l'excellence de la recherche en France et les chercheuses et les chercheurs qui permettent finalement de faire avancer la recherche, l'innovation et le progrès médicaux pour chacune et chacun. Nous pouvons remercier évidemment tous les partenaires qui nous accompagnent, Aesio, l'Association française de cautionnement mutuel, Clésia, Harmonie Mutuelle, la Mutualité Fonction Publique et puis évidemment un remerciement tout particulier à la Matmut, notre mécène de l'événement qui nous a ouvert les portes de ce lieu magique. Je vous invite d'ailleurs à le visiter car l'exposition qui a lieu en ce moment est tout à fait magnifique à l'instar des précédentes. Évidemment, merci à vous, Karine. Merci à l'équipe de techniciens qui nous a accompagnés pour cette opération qui était totalement inédite pour la Fondation de l'Avenir, qui a émergé grâce à la créativité de l'équipe opérationnelle de la Fondation, dont je tiens à saluer l'engagement dans cette période particulière. Et donc, je vais terminer par un petit mot sur cette période particulière de coronavirus. Espérons que nous pourrons en sortir, résoudre cette crise et sortir de cette crise par un côté positif, en donnant finalement, en restaurant la confiance dans la science, dans la recherche, en rapprochant les patients de leurs soignants et réciproquement, tous ensemble pour lutter contre les maladies.